Souvent dans les animés, on voit un héros progresser petit à petit, comme par exemple Naruto, qui à force d'entraînement, de rigueur et de moult power-up, passe du cancre de la classe incapable de faire un simple clone, à un demi-dieu qui peut balancer des attaques nucléaires. On a plein d'autres exemples de ce style avec des héros qui progressent à la hauteur de leur verse, comme Luffy, Goku ou encore Deku. Mais des fois, il est possible qu'un protagoniste devienne beaucoup trop puissant pour son univers. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si toi aussi t'as envie de devenir un héros trop puissant en un clin d'œil, j'ai le jeu idéal pour toi, et c'est Lootbound Warriors, notre sponsor du jour. Lootbound Warriors, c'est le parfait idle RPG sur mobile pour transformer chaque session en véritable chasse au trésor. Dans ce monde Dark Fantasy Cartoon, explorez des forêts hantées, des cavernes criblées de monstres et des sanctuaires anciens avec votre héros, soit en mode idle, soit en mode actif. A vous de choisir comment vous allez miner et combattre pendant vos déplacements afin de récolter un max de butin et de ressources. Oui, parce que looter c'est le cœur même du jeu. Armes, armures et accessoires, vous pouvez looter tout dans ces coffres aléatoires qui vous donneront de quoi modifier vos stats et votre apparence. Et pour terrasser les différents boss des donjons, tu pourras aussi compter sur tes compétences et tes runes. Et si t'as peur d'y envoyer ton héros en solo, tu pourras compter sur de nombreux attendants comme compagnons. De quoi t'amuser à créer des synergies entre les compétences de tes persos. Niveau mode de jeu, t'as de quoi faire aussi. T'as l'ancien Sanctum, où plus tu descends, plus les gardiens sont coriaces et les loots épiques. Le mode Boss Hunt pour enchaîner des duels épiques contre les boss. Ou plus fou encore, le mode Co-Ranch, où tu devras défendre ton ranch contre des vagues de vaches enragées. Un vrai délire. Pour moi, ce jeu vaudrait un bon 4,5 sur 5. Et comme Lootbound Warriors est accessible gratuitement et sur mobile, tu pourrais y jouer partout, tout le temps. Alors télécharge-le dès maintenant grâce à mon lien en description pour te lancer dans la chasse au loot. Encore merci à Lootbound Warriors pour leur soutien, et je retourne à nos protagonistes qui sont beaucoup trop forts pour leur manga. Le premier qui vient en tête quand on parle de héros trop puissants, c'est Sung Jin-woo de Solo Leveling. Alors oui, c'est un manhwa, pas un manga, mais bon, l'anime a été fait par un studio japonais, et puis bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, enfin bref. À l'origine, Jin-woo était le chasseur le plus faible du verse de Solo Leveling. Mais suite au massacre d'une bonne partie de son équipe dans un double donjon, contre des créatures beaucoup trop fortes pour sa team, Jin-woo a subi ce qu'on appelle un double éveil. Et disons que même s'il aura bien douillé sa race pour obtenir ce double éveil, il en est ressorti avec une nouvelle compétence complètement craquée. Alors déjà, un peu de contexte, dans l'univers de Solo Leveling, les chasseurs sont classés en fonction de leur puissance, allant de E à S, et tu ne peux rien faire pour augmenter ta puissance. C'est comme ça, au mieux tu bosses tes techniques. Et le seul moyen de pallier à ça, justement, c'est le double éveil. Mais celui de Jin-woo est un peu différent. Lui, il a gagné ce qu'il appelle le système, qui lui donne la capacité d'augmenter en puissance à travers une interface similaire à un RPG. Et dès lors qu'il a obtenu cette capacité, il est devenu giga cheaté. Déjà, il a des quêtes journalières obligatoires qu'il faut augmenter niveau. Ça lui imposait 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course tous les jours. Donc, à faible niveau, il pouvait augmenter facilement de level sans trop de risques. Après, ça c'est contrepartie. S'il ne les fait pas, il se retrouve dans un désert avec des vers géants façon dune qui veulent le bouffer et qui doit fuir pendant 4 heures. Et franchement, je sais pas du tout comment il a fait pour survivre vu l'enfer que c'était. Ensuite, l'autre gros avantage qu'il a, c'est qu'il a toujours des points à distribuer dans différentes compétences afin d'encore augmenter une stat précise. Donc vraiment lui, il se build comme il veut. Là où l'éveil d'autres personnes, c'est un peu au pif. Genre, tu peux être un maître du kendo et t'éveiller, non pas en tant que guerrier, mais en mage. Donc au moins, Jin-woo peut tout optimiser à fond. Mais c'est pas tout, puisque le système, lui son but, c'est de faire de toi le best. Et pour ça, il lui donne des donjons faits pour lui, afin qu'il puisse augmenter de niveau en combattant des monstres et un boss qui était à sa portée. Et dès qu'il en est sorti, on a une giga transition. On passe d'un Jin-woo un peu frêle, qui galère au moindre monstre, à un giga chat beau gosse de 1m90 qui défonce tout ce qui s'oppose à lui. Et le système ne lui donne pas que la capacité d'augmenter de niveau. Ça aussi pour particularité de lui rendre ses points de vie et son endurance à la fin de sa quête quotidienne. Et ça, il peut le faire même en plein combat. Il a en plus accès à une sorte de boutique privée qui lui permet d'acheter des équipements, de sorte à toujours avoir des équipements puissants et adaptés qu'il pourrait sûrement jamais se payer IRL. D'ailleurs, c'est drôle, mais même lorsqu'il met des armures et des casques, ces derniers sont invisibles pour toujours mettre en avant l'aura farming de Jin-woo. Preuve que le gars, il est au-dessus du game. En plus, il est super intelligent, et c'est un négociateur de génie, parvenant à privatiser plusieurs donjons afin que ça lui soit réservé pour qu'il augmente facilement de niveau. Avec tout ça, il a affronté des adversaires de plus en plus puissants et est lui-même devenu de plus en plus fort. Mais il a passé un cap quand il a fait son donjon pour obtenir un job. Un donjon très difficile, même pour lui, où il ne pouvait pas soigner et il a dû enchaîner le boss surpuissant qu'est Ygritte, ainsi que plein d'ennemis en armure. Par chance, la punition pour ne pas avoir fait ses quêtes journalières arrive, ce qui lui permet de se soigner et d'acheter une arme adaptée pour buter tous les ennemis en armure. Comme quoi, c'est vraiment un génie qui sait très bien se servir du système à son avantage. Et lorsqu'il a réussi, il s'attend à un rôle mettant en avant son physique,
genre guerrier ou assassin, sauf qu'il a le rôle de nécromancien. Alors au début, il a un peu le seum, mais il décide de s'adapter et d'exploiter cette compétence qui lui permet de changer en ombre les morts. Les seules conditions pour qu'il arrive à extraire l'ombre, c'est que la créature ne soit pas morte depuis trop longtemps, qu'il soit assez déterminé, et que l'individu que Jinwoo a vaincu n'ait pas un écart supérieur trop grand avec lui. Ensuite, les ombres se régénèrent continuellement tant que Jinwoo a du mana, et accessoirement, il peut échanger de place avec n'importe quelle ombre. Donc en dispersant ses ombres partout dans le monde, il a une sorte de téléportation. Et avec tout ça, il a laminé quasiment tous ses opposants. Bon, ouais, en vrai ce qu'il a, c'est vraiment un pouvoir de méchant. Et d'ailleurs, je vais spoiler un peu le manhwa, et vu que ça n'a pas encore été adapté en animé, je te laisse à ce timecode pour ne pas te faire spoiler. C'est bon? Allez, c'est parti. Le gars est tellement puissant que la seule fois où il a perdu et a été buté, il est revenu à la vie encore plus fort avec les pouvoirs du monarque des ombres, un puissant monstre issu d'une race ancienne au level quasi divin. Donc vraiment, déjà il est méga balèze, et en plus, on peut voir qu'à plusieurs moments, le scénario est avec lui. Et juste vaincre tous les plus grandes menaces du monde, ça ne lui a pas suffi, il a fallu qu'il remonte le temps afin de pouvoir sauver tous ceux qu'il n'a pas réussi à sauver dans sa timeline originelle. Vraiment, on sent que l'auteur, il avait un peu un fantasme de perso surpuissant qui réussit tout, et ça, on le voit un petit peu en général dans les manhwas. Enfin bref, si Sung Jin-woo est un personnage de jeu vidéo, je dirais qu'il est tellement fort, à un tel point où t'as l'impression qu'il ne joue pas le même jeu que toi. Et vu son pouvoir, je pense que c'est pas loin de la vérité. C'était évident qu'on allait retrouver Saitama dans une vidéo du genre. Et c'est pas pour rien que le nom de son manga s'appelle One Punch Man. De base, c'était un salarié banal, sans aucune motivation ou projet de vie. Mais il a renoué avec son envie d'être un héros en sauvant un gosse à tête de cul d'un homme crabe. D'ailleurs, cette phrase on dirait un camoulox. Enfin bref, après ça il s'est entraîné en faisant 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course tous les jours. Putain, encore? Et en vrai, moi aussi je vais m'y mettre à cet entraînement. Mais contrairement à Jinwoo, il n'a pas eu le physique d'un chanteur de K-pop, mais il est devenu chauve, avec des muscles de fou, et il est devenu débilement fort. Et vu l'avancée de ma calvitie, c'est sûrement ce qui risque d'arriver avec cet entraînement. Mais bref, il est devenu le One Punch Man, et il peut juste one-shot ses ennemis. Genre n'importe quel monstre. Si t'as un monstre qui survit à un seul coup de poing, c'est un miracle et une preuve de force. Il est même capable de fumer des conquérants galactiques, comme Boros, ou un maître des arts martiaux qui a reçu une partie des pouvoirs divins de Dieu, comme par exemple Cosmic Garou, et ce, sans jamais vraiment se donner à fond. Et si jamais on se rapproche un peu de son niveau, Saitama a la possibilité de devenir infiniment plus fort au cours du combat. Et oui, parce que c'est ça son vrai pouvoir, c'est d'avoir tellement pété ses limites qu'il a une courbe de croissance juste exponentielle. Genre il vient si OP contre Garou, qui peut souffler Jupiter en un seul éternuement. What the fuck? Pourtant, malgré sa giga surpuissance, Saitama n'est pas très bien classé. À son premier classement, il était à peine classé, alors qu'il devrait être S, non? Eh bien, la raison à ça, c'est que Saitama, c'est pas le pingouin qui glisse plus loin. Il est un peu, voire même complètement teubé. Après, il a quand même réussi à évoluer dans le classement, et actuellement, dans le webcomics, il est rang A. Alors là, on peut voir que c'est un peu similaire à Solo Leveling, avec une société constamment attaquée par des monstres, et une association qui envoie des gens ayant une puissance supérieure les défendre. Et au-dessus de tout ça, t'as Saitama, un héros surpuissant. Mais il y a une grosse différence entre Solo Leveling et One Punch Man, c'est que là où Solo Leveling est très sérieux, premier degré, One Punch Man c'est du gag et c'est beaucoup plus tourné à la dérision. Le fait que Saitama soit capable de tout vaincre en un seul coup, c'est souvent tourné au gag. Et c'est appuyé par le fait que Saitama soit un gros débile. Genre, il en a rien à faire d'un gang qui attaque la ville, mais quand il apprend qu'ils sont chauves et que ce groupe risque de ternir l'image des chauves, ça le préoccupe. Mais du coup, on peut craindre d'avoir un perso qui n'évolue pas, ou en soi très peu, vu qu'il est déjà trop OP. Et en soi, c'est le cas, et c'est pour ça que le personnage qui a vraiment un développement et une évolution, c'est l'élève de Saitama, Genos, même si en vrai, il se fait très souvent bolosser. Mais le jour où Saitama devra se donner à fond et ressortira d'un affrontement en sang et en sueur suite à un affrontement difficile, c'est là qu'il aura atteint son objectif. Et en vrai, l'image de la puissance est rattachée à Saitama, et c'est pour ça qu'on considère comme étant l'un des personnages de manga, si ce n'est le personnage de manga le plus puissant. Même si, factuellement, je le mettrais en dessous de Goku si on prenait le débat sérieusement. Ça, c'est un autre débat auquel j'ai déjà essayé de répondre dans cette vidéo. Alors lui, c'est vraiment le Garisu ultime tellement il est vraiment trop fort. Je vous présente Kazuto Kirigaya, un lycéen fan de kendo et qui a, avec sa cousine, une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Genre, son kiff c'est de jouer à des VRMMO, à tel point qu'il a été bêta-testeur du prochain gros banger du genre Sword Art Online. Mais justement, tout va changer dans sa vie à cause de jeu. Et oui, parce que le jour de la sortie officielle, grosse annonce du créateur, les joueurs ne peuvent désormais plus se déconnecter, et s'ils meurent en jeu, ils mourront en vrai. Ah, et pareil si on les déconnecte IRL. Ouais, sympa l'ambiance, surtout que d'après le créateur,
le seul moyen pour arrêter cet enfer, c'est que quelqu'un atteigne les 100 paliers du jeu et achève le boss final. Du coup, grosse panique, et des gens préfèrent même rester tranquilles au village de départ pour ne pas risquer leur vie. Mais Kirito, lui, c'est un vrai player. Lui, il a du courage et il va se chauffer pour aller défoncer ce boss. Et vraiment, pendant tout le long de l'histoire, on te montre vraiment que c'est le guerrier ultime. Vu qu'il fait partie des bêta-testeurs et qu'il est beaucoup trop fort, même face à des boss de palier qui font galérer une guilde entière, le gars est surnommé le Peter, contraction de bêta-testeur et cheater. Donc ouais, ça commence bien. En plus, il finit toujours par être entouré de plein de belles meufs, comme par hasard, et il a même une vraie waifu trop belle et trop forte, de son âge, avec qui va vivre The Histoire d'amour. Mais ça va pas l'empêcher de devenir toujours plus fort, terrassant un max de boss avec sa chérie Asuna, mais aussi une compétence secrète que lui seul a débloquée, l'utilisation de 2 épées. Vraiment, pendant la partie 1 du manga, l'auteur il essaie limite de nous le présenter comme étant un Gus pour les enfants. Genre, il est si fort que même une équipe de player killers, ils arrivent à peine à diminuer ses PV. On le surnomme l'épice noire, et la seule vraie grosse défaite qu'il a eue, c'est au tout début, quand sa petite Guy s'est fait exterminer sous ses yeux dans un donjon, parce qu'ils étaient pas aussi OP que lui. Enfin bref, à la fin de SAO, c'est lui qui découvre que le vrai boss final, c'est en fait le créateur du jeu, qui se faisait passer pour le chef de la plus grande guilde du jeu. Kirito l'affronte et le bat. Parce que scénario, hein. Et tous les joueurs de SAO sont libres de retourner dans le monde réel. Ouais, alors en fait, pas tous, parce que finalement, certains sont coincés en secret dans un autre VRMMO qui a été fait avec le même code source que SAO. Et comme Asuna, sa waifu, y est coincée, Kirito renfile un casque VR pour la sauver. Et là encore, même si le jeu Elfam Online est différent, avec de la magie et des mécaniques de vol, il devient rapidement turbo fort, au point d'impressionner une joueuse vétéran comme sa cousine, qui elle aussi est en crush sur lui d'ailleurs. Toujours plus. Enfin bref. À la fin, Kirito arrive finalement devant le gros connard dégueulasse qui est derrière ce jeu, et avait enfermé Asuna pour la forcer à l'aimer et la V-ward. Et là, le bug, il a beau être à terre parce que l'autre il cheat, v'là qui te sort des cheat codes du jeu pour le défoncer. Non, sans déconner, grâce à sa victoire contre le créateur de SAO, il a obtenu de ce dernier les codes du jeu juste à ce moment-là, en mode Deus Ex Machina, et il s'en sert pour bien défoncer ce bâtard. Encore une fois, c'est Kirito le sauveur, mais ça suffit pas, faut qu'il soit encore embrigadé dans une histoire de meurtre chelou à travers un autre VRMMO, Gun Gale Online. Et là, rebelote, ça doit être un jeu de guerre où les flingues, c'est la vie, le boug il sort un sabre laser et il défonce tout le monde en mode j'esquive les balles, au KLM. Bon, j'ai essayé de faire ça dans la dernière saison de Fortnite, et ça a pas trop marché. Ah, et il a encore une meuf mignonne de son âge, un crush sur lui, parce qu'il la sauve du fameux tueur de ce jeu. Mais attendez, c'est pas fini. Le gars, quand il retourne dans la nouvelle version d'Alfheim Online, il finit par récupérer l'épée légendaire la plus puissante du jeu, Excalibur, et il est tellement puissant que la seule fois qu'il perd, c'est en utilisant qu'une seule épée, et parce qu'il s'est laissé distraire par sa curiosité. Et dans l'arc Alicisation, où là c'est genre son âme qui est plus ou moins intégrée dans un monde virtuel hyper réaliste mais fantaisiste, il va carrément y devenir l'équivalent d'une divinité surnommée le Star King. Et comme SAO c'est toujours pas fini, il y a des chances que le book devienne encore plus fort sur d'autres jeux. Vraiment, peu importe le jeu dans lequel tu le fous, il va devenir très fort, très vite. La première fois, ça peut t'expliquer, c'est parce qu'il s'est entraîné pendant une ellipse, ça semble con comme procédé, mais c'est pour représenter le fait que dans un MMO, même lorsque tu te déconnectes, tu fermes le jeu, l'univers continue de vivre. Et c'est ça que l'anime a essayé de retranscrire avec ses ellipses. Mais après, c'est juste ridicule. Et quand je le vois, j'ai juste l'impression de voir un Garisu, soit un mec trop cheaté, parfait, et qui réussit tout. À se demander pourquoi le gars s'est pas mis à League of Legends pour devenir un champion e-sport. Il aurait sûrement eu des millions, plutôt que d'aller s'embourber dans des jeux d'immersion mortelle. Bon, après, il en a rêve, donc je le comprends. Vous savez, y a pas qu'à la bagarre qu'un perso peut être trop fort. Ça peut très bien être en cuisine, en jeu de cartes, ou encore, comme le perso qui va nous intéresser, en tâches de quotidien. Ouais, j'ai pas trouvé de meilleur thème pour ce perso. Sakamoto pour vous servir nous raconte l'histoire de Sakamoto, un lycéen normal aux premiers abords, mais qui est en réalité beaucoup trop compétent dans plein de domaines. Sport, cuisine, musique, langue étrangère, et même la couture, le gars excellent tout. Il est ambidex, ce qui lui permet d'écrire avec ses deux mains en même temps, genre il pourrait potentiellement résoudre une équation, écrire dans le Death Note et manger des chips. Et tout ça en même temps. Et je suis même persuadé que si je lui demande, il pourrait m'écrire un texte et me faire le montage en moins de 2. Si vous demandez à Sakamoto quelles sont vos compétences, il vous répond oui. En plus d'être un go en tout, le type il est giga beau gosse, et du coup, toutes les femmes s'en kiffent sur lui, mais genre, vraiment toutes, même la daronne de son meilleur pote, ou c'en a un point presque flippant, genre c'est limite une yandere de 50 ans. Et forcément,
quand t'as autant de succès en tout en fait, ça provoque la jalousie des autres garçons de son lycée qui vont tout faire pour l'humilier de façon improbable. Sauf que comme Sakamoto est trop fort et trop cool, il s'en sort toujours de façon encore plus improbable. On le piège en voulant lui faire tomber une brosse sur la tête, il attrape en plein vol, sans même la regarder, en tapant une pause qui a trop de flow. On essaie de lui retirer sa chaise au dernier moment pour le faire tomber, il s'assoit dans le vide en gainage, tout en tapant une pause de giga beau gosse. On essaie de lui balancer un seau d'eau pendant qu'il est aux toilettes, il sort un parapluie d'on sait où pour s'en protéger, et quand il fait de la balle au prisonnier, on dirait carrément qu'il a l'ultra instinct tellement il esquive. Après, je dis que les mecs le détestent, mais à terme, ils se mettent à l'apprécier et même visiblement avoir un crush sur lui. Ouais, le mec a tellement de charisme qui te fait remettre en question ton hétérosexualité, pire que Pedro Pascal et Henry Cavill. De plus, il a tellement zéro défaut que c'est aussi une personne très altruiste. Genre dès qu'une personne se retrouve en difficulté, Sakamoto va venir l'aider en étant toujours aussi cool et stylé. Et ce qui le rend encore plus classe en vrai, c'est que le perso n'essaie même pas de l'être. Il l'est naturellement. Genre toutes les meufs à fond sur lui, en vrai il s'en fout. Et toutes les tentatives de le rabaisser ou de l'humilier ne sont au final que des occasions pour lui de le mettre encore plus en valeur, et il voit même pas le mal dedans, tellement le gars est chill. Et même si jamais il faut faire de la bagarre, il est loin d'être à sous-estimer. Déjà, il a des techniques secrètes complètement farfelues. Non, vraiment, c'est toujours what the fuck. Et il est capable de vaincre un champion dans un combat sumo sans difficulté. Et ouais, on dirait pas avec son physique tout fin, mais c'est un vrai monstre. Genre, lorsqu'un frelon attaque sa classe, tout le monde a peur de façon méga abusée, mais Sakamoto a courageusement et vaillamment affronté la créature avant de juste ouvrir la fenêtre et le foutre dehors. Ah là là, quel héros, plus fort que Saitama face à son moustique. D'ailleurs, un peu à la manière de Saitama, sa surpuissance c'est un prétexte au gag. C'est que en 12 épisodes et un OAV, donc c'est pas trop long et c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, le manga est aussi assez drôle, je vous les conseille vraiment. Surtout qu'il faut savoir que l'auteur du manga original est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 36 ans, donc ça lui rendrait un petit hommage de bien se taper des barres sur son œuvre. Ouais, bon, pour lui, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom. On est une fois de plus dans un jeu vidéo MMO immersif du nom d'Yggdrasil. Mais cette fois, il est proche de la fermeture du serveur. À minuit, précisément. Il y a un joueur, Momunga, qui passe sa dernière soirée avant la fermeture de ces derniers, puisqu'il est le chef d'une des meilleures guildes du jeu, et est lui-même l'un des joueurs les plus puissants. Sauf que minuit passé, il est encore connecté sur le jeu. Toute l'interface disparaît, et il n'arrive pas à se déconnecter. Après avoir touché la poitrine d'une de ses servantes, mais juste pour un test, il comprend alors que Yggdrasil est devenu un monde à part entière. Et comme il était déjà un joueur monstrueux, chef d'une guilde surpuissante, et qu'en plus, il y a une de ses gardiennes sexy qui veut constamment lui chevaucher son 207ème os, il décide de vivre sa meilleure vie dans cet univers. Et là où les autres personnages sont devenus très forts, très vite, là notre perso c'est déjà le boss du game. C'est comme si le Goku de DBS, avec l'ultra instinct et tout, il revenait au début de Dragon Ball. Bon déjà, il débute son aventure en ayant appris plus de 1000 sorts de niveau 100, donc voilà. Il peut presque tout faire, et d'ailleurs lui-même, immunisé à la magie. Et je préviens, mais la liste de ses pouvoirs est assez longue. Il peut même ressusciter les morts et se débuffe lui-même avec des dizaines de sorts en même temps. Et côté magie, pour les plus puissants, il a pu arrêter le temps façon Dio, mais sans limite de temps, ça lui permet de faire ce qu'il veut, comme un sort de mort instantanée. Et dites-vous que ce genre de magie fonctionne même contre des ennemis mortels. À croire qu'il n'y a que lui qui a le droit d'être imbutable. Et il peut même tuer près de 100 000 soldats en un instant, et utiliser leurs cadavres pour créer des créatures monstrueuses qui vont attaquer le reste de l'armée. D'ailleurs, même sans magie, il est très fort. Genre il est assez compétent pour se faire passer pour un chevalier en armure, et d'ailleurs, sous cet alias, il a réussi à atteindre le plus haut rang d'aventurier. Il est assez fort pour gérer un 1 contre 5 contre des guerriers expérimentés en utilisant un style de combat qui n'est pas son domaine de prédilection. Après, quand il a fait comprendre que sa spécialité c'était la magie, il a envoyé le message aux aventuriers qui ne jouaient pas dans la même cour. Et vraiment, il est ultra broken et c'est normal, puisque vu de ses pouvoirs, son design et son rôle, l'auteur du light novel a voulu se dire « Mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe si pour une fois, on suivait un seigneur du mal ?» Ça explique la surpuissance d'Einzolgol, qui a en plus trahir de près de 10 ans d'Yggdrasil. Donc, il y a quand même une forme de mérite. Mais à ce point, vraiment, il n'y a jamais une moindre forme de suspense dans ces affrontements. On sait à l'avance, soit qu'il va réussir à défoncer son adversaire à l'épée, soit qu'il va finir par avoir recours à la magie pour assurer sa victoire. Et le fait qu'il a en plus une femme super bien gaulée, amoureuse de lui, ça véhicule encore plus l'impression que c'est une projection autant fantasmée de l'auteur. Quand je pensais à des personnages beaucoup trop puissants, l'un des premiers dont je voulais parler, c'était évidemment Mamoru Takamura. Alors, c'est pas le protagoniste de l'œuvre, que c'est Hippo, et en soi, c'est logique, sauf que dans les mangas de sport, on y suit beaucoup de personnages, des rivaux d'Hippo, notamment, mais également d'autres membres du club Kamogawa. Mais celui qui prend le plus de place, c'est clairement Takamura, et c'est normal, vu que c'est un peu le deutéragoniste de l'œuvre. Puis bon,
c'est marqué dans le wiki, et puis j'ai envie de parler d'Hajime no Ippo, donc je vais parler du GOAT. Et d'ailleurs, au-delà de ça, c'est logique. Avec Ippo, il incarne le rêve de l'entraîneur Kamogawa, celui de voir ses fils spirituels dominer le monde de la boxe. Ippo a beaucoup de potentiel, mais il l'apprend et devient plus fort au fur et à mesure, jusqu'à pouvoir boxer à un niveau national, puis mondial. Mais Takamura, lui, c'est vraiment une bête. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que c'est le boxeur le plus puissant de la série. Alors ok, en boxe, on n'a pas les mêmes catégories de poids, mais d'après l'auteur, Takamura est le boxeur le plus puissant de tous. Et franchement, quand tu vois son palmarès, c'est plus que crédible. 28 victoires en 28 combats, et ce, uniquement par KO. C'est juste énorme. Dites-vous que le numéro 1 japonais dans notre monde, Naoya Inoue, il a un palmarès de 30 victoires, 0 défaites, et dont 27 par KO. Donc Takamura est pas loin. Et pour vous dire à quel point ce palmarès, il est juste énorme, et pas dans Hajime no Ippo, il y a que 2 personnages qui sont invaincus. Et c'est aussi le seul japonais de la série qui est un champion du monde. Même des personnages très forts comme Mashiba et Ippo n'ont pas réussi. Mais là où Takamura est vraiment exceptionnel, c'est par rapport à son rêve et ce qu'il accomplit. Lui, il veut pas juste être le champion du monde. Non, il veut dominer la compétition et avoir 6 ceintures différentes. C'est simple, actuellement, il a rapporté 4 ceintures. Le gars est juste 4 fois champion du monde. Et comment il a réussi ? Ah bah déjà, il a la génétique de fou furieux, le gars il est juste énorme et bien costaud, et ensuite je dirais qu'il a un talent inné pour le combat. Avant même de s'entraîner, le coach Kamogawa a dit qu'il avait déjà le potentiel de devenir un champion national. Niveau style de combat, il aime bien juste cogner hyper fort en faisant des coups amples. Et honnêtement, il est très instinctif. Peu de gens peuvent essayer de le contrer vu que c'est juste trop dangereux. Bon alors, dit comme ça, c'est juste un gars hyper sauvage, mais en vrai il est extrêmement complet d'un point de vue technique. Il est très intelligent et capable de s'adapter en plein combat, a un super jeu de jambes, jauge bien les distances, et peut copier des techniques prises sur le tas. Et contrairement à pas mal de boxeurs de la série qui ont un coup ultime, qui se servent pour faire un KO, comme le Dempsey Roll d'Ippo ou le Smash de Sando, Takamura n'a pas ça. Il en a pas besoin, juste une bonne droite peut te mettre KO. Vraiment, Takamura est sans conteste le personnage le plus fort de la série. Il est le parfait mélange entre instinct et technique, et pour vous donner une idée à quel point c'est une bête, les seules fois où il est en galère, c'est à cause de son régime qui lui donne un manque d'endurance, ou encore son œil droit qui a possiblement un décollement de la rétine. Ou sinon, il fait juste le con. Enfin bref, il est clairement au-dessus, et ça se voit même en dehors de la boxe. Il a déjà défoncé 5 boxeurs professionnels alors qu'il était déjà blessé, et a juste défoncé un ours à main nue. Le gars, il cognait tellement fort qu'il a mis KO l'une des créatures les plus fortes de la planète. Dans notre monde, pour avoir un exploit un peu similaire, t'as bien le boxeur qui l'a inspiré, Roberto Duran, qui a fait pareil avec un cheval. Mais un ours quoi, genre c'est encore plus ouf. Et en vrai, suivre Takamura est une bonne chose pour l'univers d'Hajime no Ippo. Déjà il est très inspirant, puisque c'est lui qui a inspiré les gens de son club à commencer la boxe, et il nous a permis de suivre des combats de classe mondiale assez tôt dans le manga. Et je dirais qu'il contraste assez bien avec Ippo en tant que protagoniste. C'est simple, à un certain point, Ippo n'a pas un objectif clair et précis, et il a un gros problème de mental. Et clairement, il n'a pas la rage de vaincre. C'était peut-être suffisant pour des combats à un niveau national, mais pour atteindre le monde, il faut plus que ça, et devenir un monstre. Chose qu'Ippo n'a pas réussi à faire, alors que Takamura a accepté d'en être un. Et je trouve ça très important, vu qu'il faut pas oublier que les plus grands athlètes de haut niveau ont un mental de fou. Et honnêtement, Takamura représente le sommet du monde de la boxe. Il se sent seul à ce niveau-là, par rapport à ses camarades. Et j'ai également l'impression que c'est un peu le porte-parole de l'auteur. Bah oui, Takamura est un génie qui comprend le mieux la boxe. C'est lui qui analyse les combats, les techniques, et a toujours les mots justes sur la situation. Avec lui, il n'y a aucune excuse, juste des faits. Alors, dit comme ça, le personnage, il a l'air d'être incroyable et tout, et oui il est, et bah figurez-vous que ça contraste assez bien avec sa personnalité loufoque, où vraiment c'est un connard de ouf. Genre c'est un gros dégueulasse, et ce qu'il fait à Oki, c'est assez chaud. Que l'on aime ou on déteste son caractère de merde et ses actions, quoi qu'on en dise, quand on parle de boxe, Takamura est vraiment un monstre. Et vraiment, je vous le dis honnêtement, mais lisez Hajime no Ippo. Je sais, c'est plutôt long, vous allez me dire, c'est plus de 140 tomes, et oui, franchement, c'est très long, hein. Mais ça vaut vraiment le coup, et je connais aucune personne qui n'a pas aimé le manga. Vraiment, c'est une folie. Eh bien, c'était mine de rien assez varié, et j'ai l'impression que globalement, pour avoir un personnage pété dans les mangas animés, il faut que ça soit fait avec humour et autodérision. Auquel cas, ça risque d'être un peu répétitif, et on peut tomber dans des défauts d'écriture, comme le self-insert et les Marishu. Mais bref, quels sont les personnages de manga que vous trouvez beaucoup trop puissants? Perso, c'est Takamura, vraiment, dans son monde, c'est une exception. Dites-moi également si un épisode de vous chauffe, proposez-moi des personnages, je pense qu'il y a encore de la matière à faire. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!